il y a des endroits qu'on ne peut pas oublier. Chaque année, un homme embarque dans sa voiture et roule jusqu'à un parc d'attractions. Cet homme s'appelle James Anderson, et c'est ici que son père est mort 10 ans plus tôt dans un accident que personne ne lui a vraiment raconté. Alors il revient pour fouiller, pour recoller les morceaux. Sauf que, cette fois, il va tomber sur quelque chose de différent. Quelque chose de bien plus ancien que cet accident, bien plus ancien que ce parc. Cette histoire, c'est le synopsis d'un jeu d'horreur que j'ai envie de vous raconter. Aujourd'hui, on est samedi, et comme chaque samedi, je vais vous raconter un jeu. Emotionless The Last Ticket. Le jeu commence sur une route noyée par le brouillard. On joue à la première personne et on ressent le poids de ce monde. Devant nous se trouve une forêt. Le personnage est venu en voiture, mais quand on se retourne, on comprend qu'elle ne redémarrera pas. Alors pas le choix, on va devoir marcher. On se dirige vers les arbres. Un peu plus loin, un grand panneau indique le nom de l'endroit. Willow Park, un parc d'attractions. Alors, on avance encore, on passe le portail. Dès les premiers pas dans l'enceinte, quelque chose dérange. Des grincements de métal traversent le brouillard, des bruits de machines au loin. En face, on remarque une pancarte avec un nombre écrit en rouge. 81, suivi de 2 croix. Un code sûrement. On a alors le choix entre 2 chemins. L'un marqué d'un canard, l'autre d'un train. Je décide d'aller du côté du train. Au bout, un carrousel, à l'arrêt. Forcément, ce parc est abandonné depuis des années. À côté, on trouve un générateur. On doit résoudre un petit puzzle. Et quand on y parvient, le courant se rétablit. Le carrousel reprend vie. Les ampoules crachotent et la structure entière se met à tourner. Alors, on grimpe sur l'un des petits chevaux de bois. Le manège se lance. Sauf que, soudain, la lumière baisse. Tout devient noir. Le carrousel se met alors à tourner dans l'autre sens. Et là, on aperçoit quelque chose. Une silhouette, une entité. On dirait qu'elle nous observe, immobile. On est coincé sur ce cheval de bois et à chaque tour, on la perd de vue, puis on la retrouve exactement au même endroit. Et puis, après quelques secondes, le carrousel s'immobilise d'un coup et l'apparition disparaît pendant que les lumières reviennent. On comprend la peur qui nous attend dans ce jeu. Il ne nous mettra jamais la moindre arme entre les mains. On est condamné à subir. Et puis, on continue. Plus loin, un bâtiment préfabriqué se dresse à côté de montagnes russes. Pour l'ouvrir, il nous faut un code. On repense au caractère à l'entrée. Les 2 autres sont griffonnés sur un conteneur à côté. Alors, on compose le code. La porte s'ouvre. À ce moment, le protagoniste pense à voix haute. Il dévoile les premiers détails sur l'accident qui a eu lieu des années plus tôt. Ce jour-là, un feu a pris dans l'une des attractions, le labyrinthe au miroir. Plusieurs enfants étaient coincés à l'intérieur, et son père a tenté de les sauver des flammes, mais il n'y est pas arrivé. Depuis, le parc a fermé, pourri et oublié. Alors, on continue l'exploration. On descend dans une cave. Des lampes à huile brûlent encore. Quelqu'un les a allumées, il y a peu, comme si on nous attendait. Sur une table, on remarque un enregistreur. Alors on le prend, et on lance la lecture. C'est la voix de son père. Il vit encore, mais il est retenu prisonnier quelque part. Il ignore depuis combien de temps il croupit ici. Il se souvient de tout, de l'accident, des années passées, et son garçon lui manque. Il nous supplie de venir le chercher. Et au moment où l'audio se termine, une porte s'ouvre. Alors, on la passe, et on se retrouve devant un train. Le courant ayant été rétabli, on peut y monter. On se lance. On ne se sent pas vraiment en sécurité. Ces rails moisissent depuis des années, et rien ne garantit qu'ils ne vont pas s'effondrer. À vrai dire, toutes les attractions de ce parc sont dans cet état, mais on le découvrira plus tard. Le convoi avance, la forêt défile, brumeuse et sinistre, jusqu'à ce qu'on distingue quelque chose d'anormal. Un corps pendu à un poteau électrique, et puis, ça ne s'arrête pas. Tout le long du trajet, des corps pendent aux câbles de l'attraction. Le plus éprouvant, c'est qu'on ne contrôle rien. Le train roule à sa propre allure, impossible d'accélérer, impossible de descendre. Et finalement, il s'arrête. On reprend l'exploration à pied. Plus loin, on trouve des tasses tournantes. On monte dans l'attraction. La tasse commence à tourner, sauf que, d'un coup, comme aux petits chevaux, les lumières se tamisent. À ce moment, une mer de sang apparaît et monte jusqu'à recouvrir tout autour de nous. Le liquide grimpe le long de la tasse, la surface arrive au niveau des yeux, et, à l'instant où on devrait se noyer dans cet océan écarlate, tout revient à la normale. On commence à remarquer un pattern. On dirait qu'à chaque activation d'une attraction, un événement se déclenche. Chaque manège est un piège, mais on monte quand même parce que le jeu ne laisse aucun autre chemin. À partir de là, il y a des pendus un peu partout. Le parc est en train de se transformer en cimetière, devant nous. Et la prochaine attraction qu'on doit traverser, c'est une grande roue. On y grimpe, toujours aussi peu confiant en l'état des installations. La nacelle s'élève lentement,
La structure grince sous notre poids. Au sommet, un tentacule géant. L'appendice de quelque chose d'énorme vient frapper la structure, puis disparaît. Et puis, ça continue. On enchaîne avec un stand de tir. On doit tirer sur des canards avec un fusil. En visant bien, on gagne un ourson. Sauf que cet ourson est étrange, abîmé, comme brûlé à moitié. Et, derrière le stand, un nouvel enregistrement du père nous attend. En l'écoutant, on comprend enfin. Le propriétaire de ce parc, c'était lui. C'est lui qui a bâti cet endroit, et pour une raison précise. Des années plus tôt, il est tombé sur le journal de son grand-père. Dedans, des notes parlaient d'une présence, quelque chose de sombre, de malfaisant, enfoui dans les profondeurs de la région. Pour l'affaiblir, le père a eu une idée, construire un parc juste au-dessus. Le pari que les rires des enfants, la joie des familles, tout ce trop-plein d'émotions heureuses finissent par étouffer la chose enterrée là-dessous. Sauf que le plan s'est retourné contre lui. Ces émotions fortes, la créature s'en est nourrie. Elle a grandi. Le fonctionnement de cette entité est simple. Plus on ressent, plus elle se renforce. Un peu plus loin, au milieu de nulle part, on trouve un tunnel à l'abandon. On descend l'escalier, on s'enfonce. Et quand on ressort, on se retrouve là où tout a commencé, près de la voiture en panne. Sauf que quelque chose de vraiment étrange s'est produit. La végétation l'a dévoré. De la terre, de la mousse pousse sur la carrosserie. Comme si elle rouillait là depuis une éternité, alors qu'on a passé seulement quelques minutes dans le parc. On dirait que le temps, ici, ne s'écoule pas au même rythme que dehors. Pour le reste du monde, ça fait peut-être plusieurs années que notre personnage a disparu. Et puis, sur un banc, on trouve un autre enregistrement. Cette fois, le père parle de la peur que son fils avait, enfant, à l'idée de monter dans les manèges. Au passage, il nous laisse une piste. L'une des attractions descend beaucoup plus bas qu'elle ne le devrait, et c'est en suivant ses rails qu'on le trouvera. Et justement, on finit par trouver l'attraction dont il parle. C'est en grand 8. Le départ ressemble à n'importe quelle montagne russe. Les wagonnets montent, la tension s'accumule, puis le convoi chute d'un coup. Sauf que, à mi-parcours, on entend des sons qui semblent venir du ciel. Il y a quelque chose au-dessus. Un nuage de tentacules dans le ciel. Sauf qu'on n'a pas vraiment le temps d'observer. Le wagonnet rentre dans le tunnel dont l'enregistrement parlait. Comme l'avait annoncé le père, on s'enfonce, et au bout, une porte. Le train repart sans nous. On ne peut plus revenir en arrière. Alors on rentre, on découvre des couloirs anciens. On descend encore et encore. La lumière du jour a disparu depuis longtemps, l'air paraît plus épais à chaque palier. Et puis, au fond d'un couloir, on remarque une lumière. Là, quelque chose traverse la pièce. Heureusement, on est loin, cette chose ne nous a pas remarqués. Et puis, en continuant, on trouve une radio avec des notes. Un feuillet totalement vieilli par le temps. Le plus étrange, c'est que le texte est rédigé en allemand. Sauf que notre protagoniste est anglophone. Il parle quand même quelques mots de cette langue, en tout cas, assez pour comprendre l'essentiel. Ces notes viennent des soldats allemands, elles datent de 1943, des nazis. Ils cherchaient à faire une arme avec ce qui repose au fond de cette grotte. Alors on poursuit pour comprendre, on s'enfonce toujours plus dans le complexe souterrain. Les chemins sont de plus en plus étroits et oppressants. Par endroits, il faut se baisser pour passer. L'idée de rester coincé là, sous des tonnes de roches avec cette chose quelque part au-dessous, devient obsédante pendant toute la descente. Et puis, un peu plus loin, une autre salle. Dedans, on trouve des taches de sang, des ossements, ainsi qu'une nouvelle note, toujours en allemand. On comprend que les nazis ont fait des expériences sur des civils, gardés captifs par ces soldats. 9 personnes sont mortes en une seule journée, sauf que l'occupant de la 4e cellule, lui, n'est pas mort. Il a commencé à se transformer. Il parlait d'un vide qui l'a envahi. La douleur du corps s'était éteinte, celle de l'esprit aussi. Une neutralité totale, quelque chose l'avait totalement transformé. Puis on retrouve une radio qui répète en boucle l'enregistrement d'un scientifique de l'époque. L'homme raconte qu'à force d'observer ce prisonnier qui se disait maintenant vide, qui ne ressentait plus rien, à force d'essayer de dialoguer avec lui, il l'a entendu affirmer une chose. Désormais, il est devenu un réceptacle. Quelque chose d'autre avait pris la place de l'homme. La créature enfouie sous ce lieu, celle que les soldats voulaient transformer en arme, s'était mise à l'habiter, à se servir de lui comme d'un hôte pour communiquer. Et puis, un peu plus loin, on découvre une sorte de monument macabre avec un étrange symbole. Derrière, il y a une sorte de tube, sauf que, quand on s'approche pour interagir, le sol s'écroule sous nos pieds. On se retrouve dans une nouvelle zone, vraiment étrange. Une sorte d'égout. La pièce est gigantesque, remplie d'eau. Au milieu, un canard en plastique démesuré flotte. Alors, on nage. On se dirige vers ce qui ressemble à une sortie, sauf que la salle à côté est encore plus étrange. Une sorte d'espace liminal. On remarque une statue. Et, juste à côté, quelque chose de vraiment étrange.
La matière fait un peu penser à ce qu'on peut trouver dans le jeu Scorn, des textures qui n'ont pas l'air humaines, presque extraterrestres, un sens qui nous échappe, et, posé à côté, on trouve encore un enregistrement du père. Celui-ci est bien plus intime. Le père est à bout. Il confie que son fils est son dernier espoir, le seul qui puisse encore le sauver de ce lieu. Il explique que pour y parvenir, notre personnage devra devenir vide. Il avoue aussi que son garçon lui manque terriblement, et qu'il regrette de ne pas avoir été un père plus présent. Après une longue marche dans un tunnel, on se retrouve encore dans un endroit étrange. Une sphère flotte au milieu de la pièce. Un anneau rempli d'eau nous sépare, et quand on s'approche, un pont se déroule et suit nos mouvements au-dessus de la partie inondée. En traversant, on réalise que les éléments ont cette même texture étrange rencontrée plus tôt. Et puis, on interagit avec la sphère. D'un coup, elle se met à rétrécir et derrière, une porte s'est ouverte. Alors, on suit cette nouvelle voie. On se retrouve dans un endroit encore plus déconcertant que tout ce qu'on a vu. Des pierres flottent dans tous les sens, autour d'un trou d'où ne s'échappe qu'un faisceau de lumière verte. Le protagoniste n'a plus rien à perdre. Il se jette dans le trou. La chute se termine dans un bassin rempli d'eau. Encore une statue. Quel que soit cet endroit, l'édifice ne semble pas humain. En s'enfonçant dans la structure, on trouve une salle carrelée de verre, parcourue de lumière étrange. Au début, aucune issue en vue, puis on touche le mur, et là, la gravité s'inverse. On marche sur ce qui tenait lieu de paroi quelques secondes plus tôt, et puis on retombe encore dans un immense faisceau vert. La chute s'arrête devant un arbre rouge planté au centre. En marchant vers lui, un miroir renvoie un peu plus loin la silhouette du père. Sauf que, quand on s'approche pour interagir, une créature incompréhensible apparaît. Le monstre essaie de nous attraper, sauf que l'écran coupe d'un coup. On est à nouveau à l'entrée du parc, sauf que l'endroit a changé. De la neige a absolument tout enseveli, alors on rentre à nouveau dans le parc. Juste devant, on retrouve un nouvel enregistrement du père. On a traversé, souffle-t-il. Le monde ordinaire est resté de l'autre côté. Ici commence l'entrelieu, la couche où les cauchemars débordent. Ici, il faut cacher chacun de ses sentiments. En continuant, on le retrouvera, mais il manque toujours cette condition à satisfaire. On doit devenir vide. Plus loin, on traverse un labyrinthe dont les murs sont faits en neige, et au bout, un gouffre enjambé par un pont qui se dresse depuis les abysses au fur et à mesure qu'on avance. Arrivé de l'autre côté, on comprend ce qu'on a devant les yeux. Le palais des glaces, le lieu de l'accident, l'endroit exact où le père est mort. À vrai dire, le labyrinthe se traverse sans trop de difficultés. L'endroit est totalement en ruine, la plupart des miroirs sont brisés. Au milieu, encore un trou. Alors, on se rapproche comme précédemment. Le personnage tombe dans le gouffre. L'endroit semble beaucoup plus ancien que les lieux précédemment visités. Une grotte médiévale, une porte gigantesque et derrière, une statue macabre. Un visage caressé par des mains innombrables. Plus loin, on croise des constructions et surtout, on trouve un nouvel enregistrement. Celui-là compte parmi les plus troublants. Il explique que cette créature, tapie ici, existe depuis bien avant l'humanité, que toute l'histoire des hommes, d'une façon ou d'une autre, se relie à elle. Les Vikings l'ont connue, les Templiers l'ont connue. Tous les anciens, tous les ancêtres de sa lignée et de celle du protagoniste l'ont connue. Chacun s'est cru capable de la maîtriser, de la plier à son profit. Aucun n'y est parvenu. Ils ont seulement servi de canal, de relais pour qu'elle perdure et se renforce. Le père ajoute qu'on approche des chambres profondes, la destination finale. Puis il finit par nous avouer ce qu'il nous taisait depuis le début. Il est déjà condamné. Tout ce qu'on pourra faire, c'est délivrer son âme. L'homme est mort depuis longtemps déjà. Ce qui nous attend en bas, c'est un adieu. Alors, on continue dans cette dernière ligne droite. On franchit un pont. Et quand la porte s'ouvre, on se tient dans l'endroit le plus ancien de tous. Ces profondeurs sont des catacombes, et quelque part, dans ces salles, quelque chose attend le dernier héritier de la lignée. Ce dernier héritier, c'est nous. Et puis, encore une radio. Le père nous répète qu'on touche au but, la fosse, le lieu, la destination ultime. Il nous félicite d'être allé aussi loin. On est vide, à présent. On a réussi à museler chacun de nos sentiments. Et le plus perturbant, c'est qu'on y est arrivé sans effort. Depuis des heures, on encaisse des pendus, des noyades. Et chaque vision nous atteint un peu moins que la précédente. La condition posée par le père, on la remplit sans s'en rendre compte. Et puis, on s'enfonce encore. Et enfin, la chambre sombre, la destination finale. Au centre se trouve un feu. Des dévots nous attendent. Sauf que, dès qu'on approche, la foule se jette sur nous. Ils nous attrapent. Quand le personnage ouvre les yeux, ils sont des centaines, des milliers peut-être. Des fidèles d'anciens réceptacles dont la créature s'est déjà servie, tous au même endroit,
Il nous regarde. Au milieu de la plateforme, le protagoniste retrouve enfin son père. Il est allongé, il a l'air mourant. Quand on s'approche, il nous parle à moitié. Il nous félicite d'être arrivé jusqu'ici, puis il nous demande une chose, choisir l'amour. Il ne veut pas que le monstre fasse de nous ce qu'il a fait de lui. Notre personnage est déjà vide, et la tentation de le rester est immense. Ne plus ressentir ni tristesse, ni joie, ni colère. Plus aucune douleur, juste l'inertie. Et c'est là que le jeu nous propose un choix. 2 options. On peut exécuter l'homme allongé et sceller son propre vide, ou refuser de le tuer et choisir l'amour. Ce choix a la forme d'un rituel, un sang offert, un réceptacle rempli. En choisissant la première option, le personnage poignarde son père. Et puis, soudain, on se réveille dans un lit. C'est un matin comme les autres, le personnage est rentré chez lui. Sauf qu'au bout du couloir, on trouve un miroir. Quand on observe le reflet, on y voit son visage, sauf qu'on n'est plus seul. On est devenu un réceptacle de la créature, comme tous ceux qu'on a vus dans cette fosse. Si on refuse, on reprend conscience, on cesse d'être vide. Le père se redresse, vivant, puis la scène se coupe. Une fois encore, on se réveille en matin ordinaire. Tout est limpide, tout semble en ordre, et quand on se regarde dans le miroir, tout va bien. On est enfin débarrassé de cette chose. Ce jeu, c'est l'histoire d'un fils qui retourne sur le lieu de son deuil pour comprendre et qui descend beaucoup plus bas que prévu. Un père qui a voulu enfermer une chose plus vieille que l'humanité sous des manèges et qui a fini par la nourrir pendant des années. Le choix final pose cette question une dernière fois, avec un couteau dans la main. Garder le vide et acheter la paix, ou laisser revenir tout ce qui fait mal, le chagrin compris, pour redevenir quelqu'un. Toute cette descente a fonctionné comme une machine à éteindre les émotions. La seule victoire possible, au bout, consiste à les rallumer. Quant à cet incendie, il n'a jamais pris fin, il attend. Peut-être que dans 10 ans, quelque part, un autre héritier montera dans sa voiture un matin, roulera jusqu'à un portail et trouvera une pancarte avec un code écrit en rouge. Enfin voilà, Emotionless, en gros, c'est ça.